Oui, bonjour tout le monde. Laissez-moi d'abord vous remercier de votre présence à cette quatrième édition des Midi-conférences scientifiques. Je serai votre hôte pour cette heure de lunch. Donc, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis André Tartre, je suis hygiéniste du travail. Je suis membre du conseil d'administration de l'AQHSST. Donc, l'idée de présenter des Midi-conférences est imposée à la suite du report du congrès annuel de l'AQHSST en mai 2020, puis en mai 2021, annulant du même coup les conférences scientifiques qui y sont présentées. Une tribune permettant de présenter les projets de recherche, les études de cas, les démarches scientifiques était donc un besoin pour les différents chercheurs et les étudiants-chercheurs. Le but de cette série de conférences est donc de soutenir la communication scientifique auprès des pairs et du grand public. Nous sommes fiers de vous proposer un programme de conférences traitant de différents thèmes qui seront, nous en sommes convaincus, être appréciés de tous. Avant de débuter la conférence d'aujourd'hui, pour les participants qui souhaitent faire un commentaire pendant la présentation ou qui souhaiteraient poser une question, je vous invite à le faire en utilisant la fonction questions et réponses, donc évidemment Q&A. Les questions seront répondues à la fin de la conférence. L'AQHSST enregistrera la conférence afin de pouvoir la rediffuser. Ainsi, vous pourrez la visionner sur YouTube. Vous pouvez rechercher le lien directement sur la page de l'association à aqhsst.qc.ca. Donc, aujourd'hui, nous accueillons la docteure Clotilde Brochot. Le docteur Brochot est actuellement associé à l'Université Concordia. Elle a été boursière postdoctorale de l'IRSST jusqu'en août 2016. À cette période, elle a étudié la filtration des nanoparticules pour des pièces faciales filtrantes et les filtres mécaniques de ventilation générale sous la supervision du chercheur Ali Baloul de l'IRSST et du professeur Farrokhruz Agigag de l'Université Concordia. Sa thèse de doctorat portait sur la filtration des nanoparticules appliquées aux appareils de protection respiratoire réutilisables. Donc, évidemment, avec son expertise, elle a eu quelques mandats au printemps 2020, au début de la pandémie, et c'est avec plaisir que je la reçois et qu'elle va nous présenter sa conférence dont le titre est « Comparaison des mesures de performance de pièces faciales filtrantes avec leur marquage au début de la pandémie ». Madame Brochot. Merci, monsieur. Donc c'est ça, la présentation d'aujourd'hui, ce sera donc la comparaison des mesures de pièces faciales filtrantes avec le marquage sur les pièces faciales filtrantes qui étaient accessibles au début de la pandémie. Donc, ce travail a été élaboré au laboratoire de filtration des particules. C'est un laboratoire qui fait partie de la plateforme de recherche sur la filtration des gaz et des particules qui a été mis en place par le partenariat entre l'IRSST et l'Université Concordia en 2016. Donc, il comprend deux laboratoires, un laboratoire pour la filtration des particules et un laboratoire pour la filtration des gaz.
Donc, au début de la pandémie, l'année dernière, le laboratoire a été mis à contribution dans le but d'obtenir la mesure de performance en filtration de différents appareils de protection respiratoire et plus spécifiquement pour les pièces faciales filtrantes. Le but étant de savoir si les pièces faciales filtrantes qui étaient reçues au Québec de nouvelles importations ou avec des certifications de zones géographiques différentes ou provenant de l'eau périmée apportaient une protection adéquate aux utilisateurs. On a aussi testé des prototypes venant d'industries québécoises qui avaient pour ambition de pouvoir proposer des appareils de protection respiratoire aux travailleurs du Québec. Le laboratoire a aussi contribué à certains travaux sur l'éventuelle réutilisation des pièces faciales filtrantes après leur désinfection, via des travaux en collaboration avec des hôpitaux, des laboratoires ou des entreprises au Québec. On a travaillé aussi sur l'évaluation de la performance des masques communautaires, soit par des collaborations internationales, via des projets MITAC pour pouvoir améliorer le design des masques communautaires. On a participé via l'Université Concordia au Mask Challenge et puis à l'élaboration de l'Innovation Lab de l'Université Concordia. Donc, il y a un an, au début de la pandémie, Santé Canada, oui, a autorisé l'utilisation des pièces faciales filtrantes provenant d'autres certifications dans le monde, tant qu'elles avaient une efficacité équivalente, voire supérieure à la norme aux pièces faciales filtrantes classifiées N95 en Nord-Amérique. Donc, dans ces cas-là, il était possible de pouvoir utiliser des pièces faciales FFP2 qui étaient certifiées via la norme européenne EN 149 ou des pièces faciales filtrantes classifiées KN95 via la norme chinoise GB 2626. Donc, ces pièces faciales filtrantes, leur classification, elle est déterminée par la mesure de la performance des pièces faciales filtrantes via 2 paramètres. Donc, l'efficacité de filtration, c'est-à-dire la capacité de collecte des particules de la pièce faciale filtrante, et la perte de charge, c'est-à-dire la résistance à la respiration de la pièce faciale filtrante quand elle est utilisée. Donc, ces 2 paramètres sont testés via les normes. Donc, pour la norme nord-américaine, la norme NIOSH 42 CFR 84, dans des conditions. Donc, pour l'efficacité, elle est mesurée à un débit constant de 85 litres par minute quand elle est exposée à un aérosol de chlorure de sodium centré à 75 nanomètres avec un diamètre géométrique standard inférieur à 1,86. Cet aérosol est globalement neutre et on fait une mesure d'efficacité, donc la différence de concentration amont-aval par une mesure totale en masse. Et cette mesure d'efficacité totale en masse doit être supérieure à 95%. Dans les mêmes conditions, on mesure la perte de charge et la perte de charge de la pièce faciale filtrante doit être inférieure à la valeur limite de 343 pascal à 85 litres par minute en constant. Donc, si on compare cette norme nord-américaine aux normes européennes et chinoises, on voit qu'elles sont relativement équivalentes. Dans le cas de la norme européenne, on a toujours 95% comme efficacité limite. Et cette mesure, elle est effectuée avec un aérosol de NaCl et un huile de paraffine. Le débit constant utilisé est de 95 litres par minute, donc légèrement supérieur. Et puis, on a 3 limites de perte de charge pour la mesure de la perte de charge pour la pièce faciale filtrante FFP2. Pour ce qui est de la norme chinoise, on a à peu près les mêmes aussi conditions que l'efficacité, les mesures d'efficacité et de perte de charge qui sont effectuées par le NIOSH 42 CFR 84. Donc, on a une efficacité de limite de 95% qui est obtenue à un débit constant de 85 litres par minute avec un aérosol de sel globalement neutre. On a une perte de charge qui est de 350 pascal à 85 litres par minute, donc équivalent à celle de NIOSH. Et puis la nouvelle norme GB 26-2019 a rabaissé cette limite maximale de perte de charge à 210 pascal à 85 litres par minute. On peut noter aussi que la norme GB 26-26 devait être remplacée de manière totale par la GB 26-2019 le 1er juillet 2020, mais du fait de la pandémie, sa mise en œuvre a été reportée à ce 1er juillet.
Donc, on peut voir que sur ce tableau que, en théorie, sur le papier, les pièces faciales filtrantes, si elles sont N95, FFP2 ou KN95, devraient avoir à peu près les mêmes performances, puisqu'elles sont testées dans à peu près les mêmes conditions. Cependant, la FDA, en octobre 2020, a publié un communiqué disant que certaines pièces faciales filtrantes provenant de Chine pouvaient ne pas avoir les performances requises pour être considérées comme des N95. Et sur le site du CDC, on peut aussi trouver qu'il y a environ 60% des pièces faciales filtrantes KN95 qui n'auraient pas les exigences requises pour être considérées comme des N95. Donc, les normes présentées précédemment aussi expliquent comment devrait être effectué le marquage sur les pièces faciales filtrantes lorsqu'elles sont donc certifiées. Pour ce qui est de la norme NIOSH 42 CFR 84, les pièces faciales filtrantes devraient avoir dessus, il devrait être mentionné le nom du fabricant, le nom du modèle, la mention N95, la mention NIOSH, puis le numéro d'approbation de la pièce faciale filtrante. Dans le cas de la norme européenne, donc celui qui est ici, on devrait avoir aussi le nom du fabricant, le nom du modèle. Il devrait être marqué la norme EN 149, la classification FFP2, le sigle CE et le numéro du laboratoire qui a effectué les tests de certification. Cependant, contrairement aux autres, la norme GB 2626 prévoit que sur la pièce faciale filtrante, lorsqu'elle a été certifiée, doit juste contenir la norme GB 2626 et puis la classification KN95. Aussi, du fait de la grande disponibilité de masques et certains contrefaits, le CDC a mis en place en fait un site dans lequel on peut retrouver des idées pour retrouver si les appareils de protection respiratoire pouvaient être contrefaits ou des tests qui ont été faits mais qui montrent que les pièces faciales filtrantes n'ont pas les performances requises pour être considérées comme des NIOSH. Donc, le but de notre étude a été de pouvoir utiliser les résultats de performance qu'on a obtenus au début de la pandémie et de pouvoir vérifier si le marquage qui est sur la pièce faciale filtrante nous permet de savoir si la pièce faciale filtrante a les performances requises ou du moins si on est capable de vérifier si c'est une contrefaçon. Donc, le but a été donc de comparer une inspection visuelle aux mesures de performance qu'on a obtenues. En fait, on s'est retrouvé avec des pièces faciales filtrantes de design différents, avec des composants différents et des classifications différentes. Et donc, il a fallu trouver une façon de pouvoir décrire les pièces faciales filtrantes que nous avons reçues en fonction de leurs caractéristiques. Donc, si on a une pièce faciale filtrante, on pourrait le caractériser de plusieurs façons. Donc, premièrement, de manière globale, de par sa forme, par exemple, il y a des masques qui sont moulés, il y a des masques qui sont pliables, il y a la pliure qui est de façon horizontale ou verticale. On peut avoir une soupape respiratoire. Dans le cas de la COVID, les institutions avaient décidé de ne pas prendre en compte des masques avec des soupapes respiratoires. Donc, on n'avait pas de masques avec des soupapes respiratoires. Ils pouvaient être dans un emballage individuel ou non. Donc, on a choisi de les classifier selon leur forme. Donc, si la pièce faciale filtrante était moulée ou elle était pliable. Ensuite, il y a la bride d'attache. Comment est-ce que le masque est accroché au porteur? Donc, on peut avoir des brides de tête donc, qui font le tour de la tête. On a des boucles d'oreilles qui passent juste derrière les oreilles. On peut en avoir plusieurs. Par exemple, les brides de tête, on peut en avoir une ou deux. Les brides ou les attaches peuvent être agrafées, soudées. Elles peuvent être aussi réglables. Elles peuvent être en plastique ou tressées. Donc, on a choisi comme caractéristique pour les décrire si elles ont des brides de tête ou si elles ont des boucles d'oreilles. Ensuite, pour la partie étanchéité, donc il peut y avoir une barrette nasale au niveau du nez pour pouvoir ajuster le masque et limiter les fuites à la zone du nez. Il peut y avoir aussi un joint d'étanchéité, soit sur tout le contour, soit au niveau du nez. Donc, on a choisi de vérifier si les masques avaient une barrette nasale ou non. Donc, ces caractéristiques nous ont permis de pouvoir décrire les masques que nous avons testés. Ensuite, les masques, après leur description, étaient testés sur le banc de filtration des pièces faciales filtrantes du laboratoire.
Donc, c'est un banc qui permet de mesurer la performance des pièces faciales filtrantes vis-à-vis de différents paramètres, donc que ce soit le diamètre des particules, la vitesse de filtration, l'humidité relative dans la chambre de test, le temps d'utilisation. Ce banc a été utilisé dans plusieurs projets par notre équipe de recherche et donc plusieurs études ont été publiées via des mesures sur ce banc. Donc, il est composé en 3 parties. La première partie permettant de générer des particules de chlorure de sodium de diamètre équivalent en mobilité électrique entre 20 et 600 nanomètres. L'aérosol est ensuite passé au travers d'une source radioactive de krypton 85 qui permet d'avoir un aérosol globalement neutre. Et ensuite, on dilue cet aérosol avec un air propre et sec, et cet aérosol est ensuite envoyé dans la chambre de test. Donc, dans la chambre de test, on peut régler l'humidité relative. Dans les tests, l'humidité relative a été réglée inférieure à 30%. Dans la chambre de test, on a une homogénéité des concentrations en particules à l'avant de la pièce faciale filtrante qu'on a testée. La pièce faciale filtrante est ensuite scellée à une plaque de support. Et à l'arrière de la plaque de support, on peut régler le débit d'aspiration à 85 litres par minute. On a 2 cannes de prélèvement, une en amont et une en aval, qui nous permettent de pouvoir collecter les informations en amont et en aval de la pièce faciale filtrante. Donc, avec ces 2 cannes de prélèvement, on est capable de mesurer la perte de charge avec un capteur de pression et l'efficacité en fonction du diamètre des particules à l'aide d'un SMPS. Le SMPS nous permet d'avoir une granulométrie, c'est-à-dire la concentration en particules en fonction du diamètre des particules. Et ça nous permet d'avoir l'efficacité en fonction du diamètre des particules. Pour chaque pièce faciale filtrante testée, nous avons pris 3 échantillons pour pouvoir faire une mesure une moyenne et un écart type. Donc ça, c'est une image du banc qui a été utilisé pour les expériences. Donc, si je fais un résumé, donc, au laboratoire, on a réceptionné les échantillons qui devaient être testés. On les a enregistrés, on a fait des photographies, on a fait une inspection visuelle des échantillons. Ensuite, on a fait des mesures de performance, d'efficacité et de perte de charge sur 3 échantillons pour chaque pièce faciale filtrante reçue, sans traitement et sans conditionnement au préalable. Donc, il est à noter que ce banc n'est pas un banc de certification. Bien qu'il soit proche des conditions normatives, il diffère en certains points. Les résultats qu'on a eus sont juste les résultats des échantillons reçus au laboratoire et ne peuvent pas permettre de donner des informations sur toutes les masques qui seraient identifiés de la même manière. Les performances des pièces faciales filtrantes ont été mesurées dans son ensemble, mais elles ne reflètent pas les performances lors de son utilisation. En effet, les fuites et le positionnement du masque ne sont pas pris en compte dans la mesure qu'on a ici. Donc, les porteurs, avant d'utiliser une pièce faciale filtrante, devraient, pour les utiliser au mieux, avoir de l'information, une formation et faire des fit tests. Et le laboratoire, donc au début de la pandémie, intervient comme une partie de la chaîne d'évaluation. Par exemple, on n'a pas fait de fit test, on a juste fait les mesures de performance en filtration des échantillons qu'on a reçus. Donc, au niveau des résultats, donc, sur les 150 pièces faciales filtrantes qu'on a reçues au laboratoire, si on élimine ceux qui ont eu un conditionnement, ceux qui ont eu un traitement, ceux qui sont périmés ou ceux qui sont des prototypes, on arrive à 43 pièces faciales filtrantes qui ont pu être utilisées pour l'étude de comparaison ici. Donc là, on a comparé les informations qu'on pouvait retrouver soit en bleu sur la pièce faciale filtrante, soit en orange sur le paquet qui contenait la pièce faciale filtrante. Donc, on peut voir que donc, pour la partie N95, FFP2 et KN95, donc, soit il marque juste la classification, soit la classification et la norme associée. On peut voir qu'il y a une différence entre ce qui est écrit sur la pièce faciale filtrante et ce qui est écrit sur le paquet. Étant donné que sur certains échantillons, on a reçu juste les échantillons et pas le sachet dans lequel ils étaient contenus, on s'est limité aux informations qui étaient issues du marquage de la pièce faciale filtrante. Donc, avec ces résultats, ces informations, on peut dessiner la représentation des différentes pièces faciales filtrantes qu'on a reçues au laboratoire. Donc, soit avec la mention de la norme, soit sans mention de la norme. On a à peu près la même répartition. Ensuite, si on fait l'hypothèse
que les pièces faciales filtrantes qu'on a reçues au laboratoire sont représentatives des pièces faciales filtrantes qui étaient disponibles durant la première période de la pandémie. On peut conclure qu'il y a environ un tiers des pièces faciales filtrantes qui étaient classifiées N95, presque la moitié qui était classifiée KN95 et seulement un dixième FFP2. Ensuite, si on regarde spécifiquement donc celles qui sont classifiées N95 et qu'on regarde justement les paramètres qu'on a décidés pour pouvoir les décrire, donc on peut voir que la plupart des pièces faciales filtrantes classifiées N95 sont des pièces faciales filtrantes moulées et qui ont des brides de tête. Bon, celles-ci sont scellées et la plupart ont des barrettes nasales. Si on regarde les pièces faciales filtrantes qui étaient classifiées FFP2, alors toutes celles qui ont été reçues au laboratoire sont des pièces faciales filtrantes qui étaient pliées avec des brides d'oreilles. Donc celles-ci étaient scellées et toutes les pièces faciales filtrantes avaient une barrette nasale aussi. Si on fait la même évaluation pour les pièces faciales filtrantes qui étaient classifiées KN95, là aussi, on a toutes les pièces faciales filtrantes classifiées N95 qui sont pliées avec des barrettes nasales. La grande majorité, 95%, avaient des brides d'oreilles et la grande majorité étaient scellées. Ensuite, il y a des pièces faciales filtrantes qui n'avaient pas de marquage. On les a aussi comparées. Et là, on peut aussi voir que toutes les pièces faciales filtrantes étaient pliées. La majorité avait des brides d'oreilles et étaient scellées. Et la majorité avait des barrettes nasales, mais pas toutes avaient des barrettes nasales. Donc, si on regarde la description de toutes les pièces faciales filtrantes, les 43 pièces faciales filtrantes, on peut voir que la majorité étaient des pièces faciales filtrantes pliées et les 3/4 avaient des brides d'oreilles aussi, que la plupart avaient une barrette nasale, 95%, et les brides étaient à majorité scellées. On peut aussi, donc, de toutes ces informations visuelles, on peut en tirer que la plupart des N95 qui ont été reçus au laboratoire étaient moulées, contrairement aux autres qui étaient toutes pliées. Les N95 ont des bandes de tête, alors que les autres sont plutôt à brides d'oreilles, même en majorité à brides d'oreilles. Et que les attaches pour tous les masques sont en majorité scellées, mais peuvent être agrafées. Et la majorité des pièces faciales filtrantes avaient des barrettes nasales pour éviter les fuites au niveau du nez. Donc après cette partie-là, on a fait les mesures de performance sur toutes les pièces faciales filtrantes que nous avons reçues. Donc on en a collecté l'efficacité minimale mesurée sur le spectre d'efficacité, c'est-à-dire l'efficacité minimale pour la gamme de particules entre 20 et 600 nanomètres. On a collecté l'information sur la MPPS, c'est-à-dire la taille de particules la plus pénétrante, donc la taille de particules où apparaît l'efficacité minimale mesurée précédemment, et puis la perte de charge. C'était obtenu pour 3 échantillons, comme on a dit précédemment. Si on fait on se focalise sur 2 types de pièces faciales filtrantes, par exemple la 4e, la pièce faciale filtrante 4, qui a une bonne efficacité, et puis la pièce faciale filtrante 17, qui a une mauvaise efficacité, on va pouvoir comparer les 2 comportements de ces pièces faciales filtrantes. Donc, dans un premier temps, on peut regarder la perte de charge au milieu. On peut voir que la perte de charge pour les 2 pièces faciales filtrantes sont relativement équivalentes et sont largement inférieures à la perte de charge minimale qui est proposée par la norme, donc qui est 3,43 millibars pour le NIOSH. Si on regarde les courbes d'efficacité, par exemple pour la pièce faciale filtrante 4, on peut voir que l'efficacité minimale est donc supérieure ou égale à 95%. Et que la taille de particules la plus pénétrante, donc la taille de particules qui est le plus susceptible de passer au travers le filtre, est en dessous de 100 nanomètres. Si on regarde pour la pièce faciale filtrante numéro 17, là on peut voir que l'efficacité minimale, donc, elle est environ de 55% si je me souviens bien, donc bien inférieure à 95%. On peut aussi voir qu'on a une grande dispersion dans les mesures, même avec 3 échantillons testés, et qu'on a une taille de particules la plus pénétrante, donc la taille de particules la moins susceptible d'être capturée par le filtre, qui est supérieure à 100 nanomètres. Si on compare ces informations aux courbes d'efficacité qu'on peut mesurer avec des équations théoriques et empiriques pour avoir l'efficacité d'un médium. Donc la courbe qui est en noir pointillé, c'est l'efficacité
d'un média mécanique. Et on peut voir dans ces cas-là que la taille de particule la plus pénétrante est à environ 300 nanomètres. Et ce média mécanique, donc la courbe qui est ici, correspond aux tendances qu'on peut observer sur la pièce spatiale filtrante numéro 17. Et dans le cas où on a un filtre électré, donc on apporte un mécanisme de collecte supplémentaire par la charge électrostatique qui est ajoutée sur les fibres. Dans ces cas-là, on va avoir une efficacité meilleure de la pièce spatiale filtrante. Et la taille de particule la plus pénétrante, donc la taille de particule la moins susceptible d'être collectée par le filtre, est inférieure à 100 nanomètres. Là, on peut voir qu'on a les mêmes tendances que dans le cas de la pièce spatiale filtrante numéro 4. Donc, avec ces informations, on a collecté toutes les informations des 43 pièces spatiales filtrantes dans un graphique qui représente l'efficacité minimale mesurée en fonction de la perte de charge. Et on a mis un point plein si la taille de particule la plus pénétrante était inférieure à 100 nanomètres et un point creux si elle était supérieure à 100 nanomètres. Et on peut voir dans ces cas-là que quand on a une efficacité minimum qui est inférieure à 80%, toutes les pièces spatiales filtrantes ont une taille de particule la plus pénétrante supérieure à 100 nanomètres. Donc, elles ont un comportement de filtre mécanique. Dans le cas où on a une efficacité minimale qui est supérieure à 90%, la majorité ont des tailles de particules les plus pénétrantes inférieures à 100 nanomètres. Donc, on a une tendance à avoir un modèle de filtre électré. Ensuite, on a pris donc, ce même genre de graphique, mais cette fois, on met une information différente. On va mettre la classification des pièces spatiales filtrantes. Donc, en bleu, c'est des pièces spatiales filtrantes classifiées N95. En rouge, classifiées FFP2. En vert, classifiées KN95. Et en noir, sans marquage. Donc, on peut voir dans un premier temps, ce qu'on a oublié de citer la fois précédente, c'est que toutes les pertes de charge sont inférieures à la limite normative de 3,43 millibars et que les efficacités minimales mesurées sont comprises entre 40% et 97%. Si on fait un agrandissement entre 80 et 100%, ça nous permet aussi de voir que toutes les pièces spatiales filtrantes qui ont une efficacité supérieure à 95% sont en majorité des classifiées N95 et FFP2. Et quand on a une efficacité minimale qui est inférieure à 80%, alors on a majoritairement des pièces spatiales filtrantes qui sont classifiées KN95 ou sans marquage. Ensuite, si on regarde plus précisément la distribution des efficacités minimales mesurées pour les 43 pièces spatiales filtrantes qu'on a testées, on peut voir qu'il y a 44% des pièces spatiales filtrantes qui ont été testées au laboratoire qui ont une efficacité qui est supérieure ou égale à 95%. Sur ces 44% de pièces spatiales filtrantes testées, si on regarde le marquage sur les pièces spatiales filtrantes, on peut voir que presque la moitié, donc 42%, sont classifiées N95. On peut aussi remarquer qu'il y a 11% de pièces spatiales filtrantes qu'on a testées qui sont efficaces, mais qui n'ont pas de marquage sur la pièce spatiale filtrante. Ensuite, si on regarde leur forme, on peut voir que sur les 44% des pièces spatiales filtrantes, donc celles qui sont bonnes, la moitié sont des pièces spatiales filtrantes moulées et la moitié ont des brides de tête. Si on compare ces résultats avec les 43 pièces spatiales filtrantes, on avait seulement 20% qui étaient moulées et seulement 30% qui avaient des brides de tête. Donc, le fait que ce soit moulé et le fait qu'il y ait des brides de tête semble majoritaire dans le cas des pièces spatiales filtrantes qui ont une bonne efficacité. Donc, en conclusion, donc on peut dire que dans un premier temps, que dans le cas où on a des efficacités minimales qui sont inférieures à 80%, la plupart sont des pièces spatiales filtrantes qui ont des comportements de médias mécaniques et non électrés. Alors que ceux qui ont des bonnes performances ont des comportements qui ressemblent à un média électré. On peut voir aussi que dans toutes les pièces spatiales filtrantes qu'on a reçues, il y en a certaines qui n'ont pas les performances requises pour être considérées comme des équivalents à N95. 44% ont eu des résultats qui étaient intéressants.
Donc, l'inspection visuelle ne nous a pas permis de déterminer quelles sont les pièces faciales filtrantes qui sont efficaces ou contrefaites ou qui contiennent des défauts de fabrication. Mais on peut voir que dans les pièces faciales filtrantes qui ont des bons résultats, il y en a beaucoup plus qui sont des formes moulées et qui ont des brides de tête. Et en conclusion, on peut dire que les proclamations des fabricants doivent être mises en perspective avec les performances réelles de filtration et qu'il ne faut pas se contenter de ce qui est écrit. Voilà. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Écoutez, surtout le diapositive 22 et 23, on remarque les couleurs bleu, rouge. On s'aperçoit que c'est plus en haut du graphique. Donc, effectivement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un point qui m'a traumatisé un peu, c'est que vous avez parlé d'échantillons où il y avait des choses indiquées sur la boîte ou le paquet et c'était des informations différentes sur le masque. Donc, est-ce que vous avez un peu plus de détails là-dessus? Parce que ça m'apparaît vraiment incroyable. Ben, je n'ai pas poussé plus loin sur cette partie-là parce qu'il n'y avait pas tous les échantillons avec lesquels on avait des boîtes. Puis il y en avait donc il y en avait qui étaient conditionnés dans des boîtes, il y en avait qui étaient conditionnés dans des sachets. Puis OK. peut-être que ces sachets étaient dans des boîtes, donc on n'avait pas toute l'information pour pouvoir comparer tous les échantillons par rapport à ça. C'est pour ça qu'on s'est limité à ce qu'il y avait écrit sur le masque finalement, qui était plus homogène sur tous nos échantillons. Et oui, il y a des questions à se poser. Ben oui. Non, mais c'est. Oui, effectivement. Les échantillons sur lesquels vous avez fait l'étude, jusqu'à quel point c'est représentatif de ce qu'il y a sur le marché québécois ou de ce qu'il y avait sur le marché québécois? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait tant de pourcents des N95 qui ne rencontraient pas les performances sur le marché québécois? C'est pour ça que j'ai rajouté qu'on fait l'hypothèse que ce qu'on a reçu, c'est représentatif, mais je ne pourrais pas dire si c'est vrai. Bon. Une question de Mme Jacinthe Loisel. Est-ce que les pièces faciales filtrantes peuvent nous mener au même doute pour les P100? C'est des bonnes questions, hein, quand même? C'est des bonnes questions, mais je dirais qu'il y a deux points pour cette réponse. C'est que c'est possible qu'il soit passé la même chose sur tous les appareils de protection respiratoire qui étaient disponibles. Il n'empêche qu'il y a eu une focalisation sur les N80, les équivalents N95 et N95 du fait des recommandations. Donc peut-être qu'il y a eu plus de choses sur les N95 ou équivalents N95 que pour les autres, mais je ne pourrais pas dire. OK. Il y a un commentaire de M. Patrick Gerber. Donc, le commentaire, c'est qu'on a fait des tests d'ajustement sur de nombreux KN95 piliers avec un port account et les résultats étaient catastrophiques. Donc, pas un seul test d'ajustement réussi. Une question de Mme Kelly Malo-Forêt. Quel mécanisme avons-nous pour vérifier l'efficacité des masques non marqués? Ah, mon Dieu. En fait, je pense qu'il faut différencier la situation d'il y a un an à une situation normale. C'est-à-dire, à une situation normale, si un masque n'est pas marqué, normalement, il ne devrait pas faire partie du circuit parce qu'il n'est pas certifié. Parce que normalement, il devrait être marqué s'il est certifié. Mais après aussi, il peut y avoir des masques qui sont marqués et qui sont frauduleux. Ça fait partie de la contrefaçon. Donc, je sais qu'il y a 3M qui ont fait un site web juste pour comment identifier les masques frauduleux. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres informations là-dessus, mais tu as de la documentation qui existe sur le web
comment détecter les masques, les pièces faciales filtrantes frauduleuses. Ça existe. Et justement sur la diapositive, une des diapositives, il y a le lien du CDC de NIOSH qui présente aussi quels sont les critères qui pourraient montrer que ce sont des pièces faciales filtrantes frauduleuses aussi. Comme ça, aux États-Unis, on a retrouvé des pièces faciales filtrantes marquées N95 avec des numéros d'approbation. Et quand on allait vérifier le numéro d'approbation, on s'apercevait qu'il n'existait pas. Donc, quand on dit frauduleux, là, ça peut aller loin. Oui, effectivement. OK. Est-ce que dans tous les masques que vous avez vérifiés, est-ce que les masques périmés avaient certaines caractéristiques? On a testé quelques masques périmés et puis on a trouvé qu'il y en avait qui n'avaient pas les performances requises. OK. Après, il faudrait savoir si c'était pas des bons masques au départ, parce que c'était pas c'était des contrefaçons ou quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est le conditionnement qui a fait un effet? On ne pouvait pas conclure. Mais ce qu'on pouvait conclure, c'est que il y avait des masques qui étaient périmés, qui étaient utilisables. Il y avait des masques qui étaient périmés, qui étaient non utilisables. Bon. Merci infiniment. Ça m'a fait à cette quatrième présentation de nos conférences scientifiques. Je désire remercier chaleureusement Dr Brochot pour sa participation en titre de conférencière. Je vous invite à participer aux 2 autres conférences à venir. Vous pouvez avoir l'horaire de ces conférences directement sur notre site web. Il ne me reste plus qu'à saluer et à vous remercier encore chaleureusement de votre participation pour la conférence de ce midi. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous invitons à nous faire suivre vos commentaires, vos suggestions.